le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au balado Le Planif. Un épisode où on va vous apprendre que finalement la planification c'est la vie, ça touche l'économie, ça touche la consommation, ça touche la sécurité informatique aussi. Et si d'entrée de jeu que je vous en parle, c'est parce que j'ai vécu récemment une expérience personnelle où j'ai reçu durant un dîner d'affaires un appel qui me semblait important parce que je voyais le nom de ma banque qui s'affichait. Alors j'ai pris l'appel, je me suis excusé auprès de mon invité et là c'était mon institution bancaire qui me disait qu'il y a eu des tentatives de fraude et on voulait vérifier justement des opérations. Et lorsque j'ai vu que c'était quelque chose de sérieux, j'ai juste dit, écoutez, mon réflexe a été, je vais vous rappeler. Ah oui, mais faites ça vite, c'est important, il y a de la fraude. Et puis là, j'ai raccroché, j'ai cherché le numéro du service antifraude et vol en tout genre de mon institution et j'ai comparé les numéros, ils étaient différents. Et c'était le bon réflexe. Et j'avais lu quelque part que c'est ce qu'il fallait faire parce que les fraudeurs, ils sont vraiment, je pense, très imaginatifs pour avoir des moyens de contourner et de gagner notre confiance. Mais là, ce coup-là, on l'a vérifié avec carrément mon institution et il n'y avait pas de tentative de fraude. Là, je me suis pas laissé prendre. Mais écoutez, des fois, des organisations aussi sérieuses que l'OCRI, OCRI, qui est l'organisme canadien de réglementation des investissements, s'est fait prendre aussi avec une intrusion, cette fois, de cybersécurité. Et ils ont mis la main, les pirates informatiques ont mis la main sur une liste de clients avec des informations sensibles comme le numéro d'assurance sociale et l'adresse, numéro de téléphone ou adresse courriel. Ça va très loin parce que l'OCRI, qui est un organisme pan-canadien qui sert à protéger les investisseurs, s'est aussi fait prendre. Donc, soyons vigilants. Le balado, le planif. Au balado Le Planif, on reçoit Steve Waterhouse, expert en cybercriminalité, on pourrait dire. Plus cybersécurité, oui. Sécurité. Aujourd'hui, c'est une affaire, il me semble, de tous les jours. C'est une préoccupation à temps plein, sûr pour toi, mais presque aussi pour les investisseurs de toutes sortes. Je lisais récemment que même Disnap, des firmes de courtage, se font attaquer. L'OCRI, qui est l'organisme canadien de réglementation des investissements, s'est fait attaquer aussi. Ça finit plus. Ça finit plus, Fabien, parce que on a eu cette transformation numérique qui a été voulue, décidée, même imposée à certains égards depuis le début des années 2000. Fait que là, on est 26 ans plus tard depuis ce coup d'envoi et on est devant un fait accompli. C'est-à-dire que beaucoup de plateformes, beaucoup de façons de travailler, on peut plus retourner en arrière. C'est vraiment maintenant la façon d'adresser un accès à de l'information, un traitement d'information, surtout dans le secteur financier. Mm-hmm. Je prends juste un exemple en disant ça. Tout ce qui est portail pour faire tout ce qui est le banking au quotidien. Donc, toute transaction bancaire, les gens sont forcés, voire fortement recommandés de prendre l'application sur leurs appareils mobiles et après ça, aller au portail de l'institution financière. Alors, on voit ça par rapport, il y a moins en moins de guichets automatiques parce qu'il y a plus de transactions électroniques et donc moins de comptoirs vers lequel la personne peut aller s'y référer. Puis d'ailleurs, un fait quand même cocasse, pour pas dire quasiment historique, à chaque fois que je vais à l'institution financière, là, j'aille rencontrer quelqu'un en personne, la majorité du temps, j'entends les gens demander de l'aide au comptoir, non pas pour faire des transactions, pour comment fonctionne l'application. Et c'est là que c'est une déchirure, une dichotomie dans notre société, que on s'est fait imposer ça, cette transformation numérique, mais l'éducation n'a pas suivi avec. Non. Fait que c'est pour ça que ça s'amplifie avec ce que tu apportais tout à l'heure. Au niveau des guichets automatiques, ça a été un choc lorsque c'est arrivé. Les gens disaient, mais non, je veux rencontrer un humain. On s'est forcé d'aller au guichet et le guichet, maintenant, pouf, il disparaît. Débrouillez-vous, achetez-vous votre terminal parce que nous, on les finance plus, nos terminaux, c'est un peu ça. Hein? C'est dommage parce que, c'est incompréhensible. Je veux dire, on entend des marges de profit faramineuses de toute institution financière confondue, incluant Desjardins, là, et que là, après ça, on essaie de regarder qu'est-ce qu'est le service qu'on a par rapport à ce que ça nous coûte.
Je veux dire, les comptes d'épargne, on peut plus appeler ça un compte d'épargne, on n'épargne pas avec 2 sous par mois là, sur un certain montant dans le compte de banque. C'est impensable. Fait que donc, c'est là que il y a une dissonance. Encore une fois, j'aime utiliser ce terme-là parce que ça reflète pas la réalité dans laquelle on était habitué. Puis déjà là, on est pas mal des mêmes années d'école où ce qu'on se faisait habituer de qu'est-ce qu'une économie, notre compte, notre fameux carnet que maintenant, il faut aller l'entretenir au guichet. Nous, on était capable de, je crois, s'habituer à cette transition-là, mais ceux et celles qui ont eu les 2 autres transitions avant, là, celle-là n'est pas facile. Oui, on parle du domaine financier, mais c'est partout. Les possibilités de fraude, elles sont tellement nombreuses. On se sent attaqué de toutes parts par le courriel, par le texto. Est-ce qu'il y a des solutions qui vont arriver, technologiques, qui vont freiner la prolifération, par exemple, de faux numéros de téléphone, puisque ça, c'est une plaie totale. Ben, il y a eu des tentatives, là, 4 ans, avec un protocole, Steer Shaken, ça s'appelle, à travers l'Amérique du Nord. Donc, c'est un protocole qui se veut d'identifier un téléphone à vocation IP. Autrement dit, la téléphonie moderne, il n'y a plus rien qui passe par de la téléphonie conventionnelle. Tous les grands fournisseurs de téléphonie sont à travers une téléphonie IP, mais sont enregistrés au CRTC, au FCC aux États-Unis. Alors, de cette façon-là, ce protocole que je parle, Steer Shaken, se veut d'aller valider si un appel qui arrive outre-mer via Internet, est-ce que ce fournisseur de téléphonie est enregistré à travers l'ITU, donc l'International Telecommunication Union, c'est un peu le fédérateur de tout ce qui est télécommunication dans le monde. Et si une compagnie n'est pas enregistrée sous l'ITU ou dans son pays, ben c'est réputé comme étant un numéro frauduleux. Parce que vous et moi, Fabien, on peut aller demain matin sans pondre un serveur téléphonique puis dire on va commencer à faire des appels partout dans le monde. C'est comme ça que les fraudeurs procèdent d'ailleurs. Donc, c'est des campagnes qui sont actives, ils mettent en place leur système technique pour être en mesure de faire ces appels-là et ça nous arrive ici. Alors, le protocole, il a été implanté, il y a un certain pourcentage de succès. À l'essai avec Shaw Communication, ça a été dans l'ordre de 80 et quelques %. Maintenant, dans la vraie vie, on en reçoit quand même. Ouais. Fait que les gens s'imaginent pas. Il y a beaucoup, par contre, je dois insister à dire, beaucoup de ces numéros de téléphone-là qui sont tout simplement enlevés parce qu'ils ont été repérés et qu'ils sont classés comme étant frauduleux. Ils vont s'en recréer, ils vont s'en recréer de nouveau tout le temps. C'est là que je m'en allais avec ça parce que actuellement, Fabien, j'aime dire que 97% des courriers électroniques qui circulent en ce moment sur Internet, c'est de la scrap, c'est des sollicitations, c'est de la fraude. Alors, le 3% qui nous arrive dans notre boîte à mal, et souvent dans ces 3%-là, il y a un courriel frauduleux, ben ça dit que oui, il y a des moyens techniques qui ont été déployés depuis tant d'années, mais que c'est pas parfait. Alors, ça revient ultimement à ta question, à l'éducation. Donc, s'éduquer, c'est se prémunir à comprendre qu'est-ce qu'on travaille avec, comment l'interpréter et après ça, comment le travailler pour pas que ça devienne quelque chose qui joue contre nous. Mais quelqu'un qui connaît pas trop Internet, les technologies, se sert de son téléphone pour quelques opérations, peut-être une tablette, le minimum de sécurité, c'est quoi? Ben, c'est de comprendre avec quoi qu'on travaille. Je veux dire, je vais faire peut-être une relation boiteuse avec des outils de travail. Mettons qu'on s'en va couper du bois. J'ai jamais manipulé une scie à chaîne, puis il faut que je coupe un tronc d'arbre de 18 pouces. C'est imprudent, là. Ben, je joue beaucoup ma vie, disons. Alors, c'est pas le même niveau de risque si on fait une mauvaise transaction financière. Cependant, ça risque de vider le compte de banque. Alors, quelle est la différence entre les deux mondes? C'est juste que je peux-tu demander à quelqu'un qui a de l'expérience qui me montre comment l'amener la chaîne, comment la préparer? Ben voilà. Et c'est la même chose qu'il faut faire et développer comme réflexe avec le monde électronique. Parce que c'est monté, fait travailler d'une telle façon que oui, on se fait dire, puis je reviens à mon idée de transformation numérique, on se l'est fait pousser et on s'est fait dire, c'est une interface intuitive, vous allez figurer comment ça fonctionne. Parfait, tout le monde est capable de faire ça, les gens sont intelligents. Fondamentalement, les gens veulent faire bien. Mais par contre, quand il y a des petites affaires, des petites choses sous-jacentes, là, c'est pas évident. Puis moi, j'ai un truc là-dessus, Fabien, pour dire comment est-ce que les gens devraient travailler avec les appareils, avec les plateformes. Je dis toujours aller sur un ordinateur conventionnel comme le portable ici, parce que l'écran offre beaucoup plus d'options et c'est plus facile à visualiser. En tout cas, dans mon cas, qu'une plateforme mobile, que c'est voulu que ça soit très concis, peu d'options, et on ne comprend pas trop comment l'interaction démarre ou elle nous arrive, et c'est là qu'il y a beaucoup d'influence. D'ailleurs, toute institution, comme n'importe qui utilise une application sur un produit mobile, ben les produits mobiles documentent davantage les interactions de l'intervenant, c'est-à-dire sa positionnement GPS, c'est-à-dire géolocalisé, comment est-ce que le téléphone est positionné, l'éclairage ambiant, le son ambiant,
tous les facteurs, tous les capteurs de ces appareils mobiles vont faire partie de l'identité de l'utilisateur et donc, à ce moment-là, en donner de ces métadonnées-là vers les institutions qui vont modéliser ça et revendre l'information, j'insiste, à d'autres fins. Fait que c'est là que les gens, est-ce qu'ils comprennent toute cette portée-là? La réponse est non, parce que ça n'a jamais été expliqué. Fait que, avec des entrevues comme on fait aujourd'hui, je l'apporte, mais les gens disent, ben voyons donc. Ben, on pourrait en parler jusqu'à demain matin parce que la majorité de tout ce qui est à connotation dite intelligente, ça documente. Partir du moment où on s'achète un nouveau téléphone, puis peut-être se faire conseiller avec l'employé, si c'est un magasin physique, de dire, OK, la sécurité, là, est-ce que vous pourriez enlever le tracking? Est-ce que vous pourriez enlever le repérage ou la possibilité de me pousser des publicités, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose d'utile d'aller à ce point-là? Pour notre perspective, ça serait logique que ça se fasse comme ça. Pour une compagnie qui vend un produit et qui voudrait en revendre un deuxième demain, c'est de la publicité gratuite qui ne peut pas se permettre de perdre. Parce que ces données-là servent à faire le marketing, servent à faire de la publicité, servent à mieux connaître le consommateur et donc, à ce moment-là, lui modéliser, c'est-à-dire une nouvelle offre. Ouais. Proche de qu'est-ce que lui veut comme personne. Fait que c'est pour ça ils ne s'embarqueront pas à aller faire cette prévention-là. Cependant, il faut qu'il y ait davantage qui soient dégagés pour que les gens ne tombent pas dans ces pièges-là. Ben oui, fait que j'en fais de cette sensibilisation-là, mais c'est pas assez. Faut que ça s'intègre dans un tissu social, voire l'éducation. Quand j'ai approché l'éducation alors que j'étais au gouvernement, ça n'a pas eu grande réception, mais pas pantoute, parce qu'ils ont dit on va mettre ça sur la pile. Il y a d'autres choses aussi. Il faut travailler comme enseignement au quotidien. Et l'éducation numérique, ça n'en fait pas partie dans les médias. C'est ça qui est dommage. Oui. On regarde une maison, c'est assez simple. Il y a des fenêtres, il y a des portes, et puis on met un système d'alarme. On s'arrange des fois pour mettre des barreaux dans les fenêtres. Il me semble qu'avec l'informatique, on devrait commencer à réfléchir comme si c'est une maison et les accès doivent être sécurisés. Mais j'aime l'exemple, Fabien, parce que ça, là, de l'œil, on le voit. Ouais. On se fait dire, il y a des bandits dans le quartier, OK, je vais mettre des barreaux. Cause à effet. Dans l'informatique, là, on le voit pas. Les gens Est-ce qu'il existe des barreaux d'abord? Oui, il en existe. Mais c'est là que le délicat ballon entre tout verrouiller et permettre une certaine utilisation et que ça reflète à ce moment-là le niveau de risque approprié. Moi, je navigue aussi dans la paranoïa extrême dans ce domaine cyber et par contre, je réussis à aller chercher un équilibre. Mais ça, c'est comme en hiver. On s'habille avec des couches pour avoir chaud. Et donc, pour dire, est-ce qu'on met des barreaux à toute épreuve? Mais les barreaux, encore une fois, comme n'est pas un système d'alarme, on mentionnait tout à l'heure pour une maison, ce sont des éléments qui vont ralentir éventuellement le malfaisant. Pourquoi? Mais le malfaisant n'a pas de temps. Alors, si on le ralentit, ça se peut qu'il change de place. Et voilà. Il va aller vers, comme on dit toujours, prendre le fruit le plus bas de l'arbre parce qu'il y a moins d'efforts. Bon, en informatique, c'est la même chose. Fait que si on met en place le fameux antivirus qu'on dit toujours d'utiliser, c'est une base, même pour les produits mobiles, que pas grand monde font, mais il faut qu'il y en ait. Des filtres URL, aujourd'hui, ça se veut donc d'avoir un logiciel qui va regarder la requête qu'on fait pour aller accéder à une ressource Internet. Alors ça, c'est l'URL, c'est l'adresse Internet. HTTP quelque chose. Ouais. Et donc, ça va être consigné et validé à travers, est-ce que ça fait partie d'une liste interdite, une liste documentée comme étant malveillant ou pas, et après, va donner l'accès. Ça, c'est une autre couche de protection. Maintenant, les fameux mots de passe. Il faut que j'en parle, mais ça fait 30 ans, j'en parle, Fabien. ABCD 1, 2, 3, 4. C'est malfaisant. J'ai traité un cas récemment et qu'il y avait pas mal ce genre de structure-là de mots de passe. La personne ne comprenait pas encore. Et il a fallu que je lui montre un exemple et que je fasse cette éducation-là. Ça m'a pris 30 minutes. Mais après ça, il a compris à la fin. Alors, donc, le risque est moins technologique et plus psychologique. Humain. Oui. OK. Humain. Parce que l'être humain est un être qui veut utiliser, évidemment, les outils. Tout le monde apprécie la technologie. Et j'endosse ça. Et c'est juste qu'il faut comprendre, dans cet élément technologique, laisser un portable, pas de mot de passe, le disque dur pas chiffré, ça amène quoi comme conséquence? J'ai parlé de ça avec une personne qui me disait, je veux que tu me sécurises ça, mais je veux pas que ça soit compliqué. OK, on va aller se retrouver en mitoyen parce que il y a lieu de chiffrer le disque dur parce que si le portable est volé, quelqu'un ne pourra pas l'exploiter s'il n'y a pas les bons accès. Okay. S'il n'y a pas de bon mot de passe de mise sur le portable en accès, il devient facile de l'ouvrir, exploiter l'information. Et c'est ça qu'il faut deviner. Un ordinateur mis en espace public pour de la consultation seulement,
OK, pas besoin de mot de passe. Les gens consultent une information et la consomment ou l'utilisent et c'est fini. Mais une personne qui traite de l'information en accumule, ne devrait pas en accumuler que ça, mais tout le monde le fait, fait en sorte que c'est là que ça devrait avoir un petit peu plus de restrictions. Bon, il faut que ça soit quand même accessible. Maintenant, on arrive avec l'usage des mots de passe. C'est-tu fini, ça? Oui, ça s'en vient dans une finalité. On utilise des moyens de proximité comme l'appareil mobile qui vient se joindre au portable pour valider que j'ai quelque chose de physique avec moi qui prouve qui je suis. L'utilisation de la biométrie, que ce soit les empreintes digitales, la reconnaissance du visage, les empreintes digitales, fait en sorte que ce sont des moyens de proximité qui garantissent que c'est la personne qui est devant l'écran qui qu'il est, parce qu'elle a été déjà identifiée par le préalable. Fait que ça, c'est des moyens mis en place, va réduire la possibilité que quelqu'un facilement gagne l'accès et exploite l'information. Avec l'intelligence artificielle, on voit de plus en plus, que ce soit avec Claude.ai, OpenAI ou d'autres, Gemini, si on passe pour l'ouverture de son compte dans un portail, on va demander, par exemple, voulez-vous vous servir de votre adresse Gmail pour ouvrir le compte? Si on dit oui, on dirait qu'à chaque fois, on nous envoie dans le courriel ou le texto un mot de passe temporaire. Est-ce que c'est une sécurité additionnelle qui a du sens? Ça a du sens en l'absence de rien. C'est ce qu'on appelle une authentification multifacteur. Que ce soit par courriel, par texto, par appel vocal même. Ce sont des moyens qui vont à ce moment-là réduire le risque que juste deviner le mot de passe donne immédiatement accès au portail ou peu importe la ressource. Fait qu'effectivement. Mais un point important, Fabien, vous avez apporté. Est-ce que je devrais utiliser ce que j'ai comme déjà identifiant commercial, Facebook, Gmail, Apple, iCloud, etc., pour ouvrir un compte ailleurs? Je recommande fortement que non. Vous ne savez jamais le portail, s'il est bien structuré, s'il est sécuritaire, pour capter cette information-là et aller vérifier chez le fournisseur en question et que c'est la vraie affaire qui va se passer. La majorité de ces portails-là, j'ai des histoires d'horreur à raconter jusqu'à demain parce que c'est la partie facile. On attire la personne à avoir un accès facile. La personne confie son identifiant Facebook. Et là, après ça, il dit, j'ai juste un mot de passe, j'ai juste un identifiant à me souvenir. La vie est facile. Mais la journée qu'il tombe sur un portail qui demande ça, puis après ça, il se fait demander une deuxième fois de rentrer l'information parce que là, la première fois, c'est la captation par le portail bandit. La deuxième fois, c'est le vrai portail. Là, après ça, il se demande pourquoi son Facebook est barré puis tous ses amis reçoivent des demandes d'avoir de l'argent. C'est des scénarios dans la vraie vie que c'est comme ça que ça se passe. Et que oui, ça fait en sorte qu'on est devant un fait accompli, c'est-à-dire d'avoir plusieurs comptes avec plusieurs mots de passe. Donc, peut-être dédier une adresse courriel, peut-être pour la consommation. Oui, c'est pas bête. Et puis, sa première qui est pour ses relations familiales, amis, tout ça. La deuxième pour la consommation. Mais on crée nous-mêmes notre mot de passe ou encore on se sert d'un outil pour avoir un mot de passe très long comme un numéro de série d'auto? On est dans cette ère qu'on est avec ce délicat ballon. Donc, quand on parlait de est-ce que c'est très sécuritaire versus est-ce que c'est accessible, je rappelle aux gens que le mot de passe le mieux connu est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur l'Internet au complet, parmi des centaines de millions de mots de passe documentés de fuites d'informations, là, c'est vraiment structuré comme information. Et c'est pas juste une légende urbaine. Puis password, c'est le numéro 2 en passant. Fait que là, puis là, c'est dans la culture anglophone. Quand on tombe dans la culture francophone, il y a toujours le mot soleil qui revient à quelque part, puis je sais pas encore pourquoi. Fait que, il y a ça comme mystère, il faudrait élucider de demander. Oui, soleil, quelque chose. Oui. Fait que donc, on arrive à aller chercher peut-être quelque chose de compliqué, oui, comme un numéro de série de 60. Moi, d'ailleurs, je travaille toujours avec le maximum, l'entropie maximale que la plateforme m'offre. Si je peux mettre 100 caractères, je mets 100 caractères. Ouais, à ce point-là. Oui, parce que je veux pas de casse-tête, puis c'est parti. Puis j'utilise, malheureusement, c'est mon point faible, ça devient l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. Ça, c'est indéniable. Et là, j'en ai au-dessus de 500, là, Fabien. Là, tu sais, il faut que j'y gère, là. Puis je sais juste un mot de passe, celui de rentrer dans la voûte. Et ça, je la suis assisté par de la biométrie. Fait que quelqu'un qui veut avoir quelque chose de plus pratico-pratique, moi, je recommande toujours que ça soit au-delà de 12 caractères et que ça soit une phrase avec des mots qui n'ont pas rapport dans une séquence logique du langage. Donc, si je dis « on est à planif, lumière, flèche jaune, calculatrice, dollar »,
Ben là, j'ai pris des icônes que j'ai en avant de moi dans le studio. Et là, si ça me ramène à ce que cette séquence-là de mots, je le visualise, je vois les images. Pour moi, c'est symbolique dans le sens c'est facile à me souvenir. Mais voilà, il n'y a aucune intelligence artificielle qui est capable de faire l'association, la corroboration de c'est-tu logique comme approche. Et c'est comme ça que ça va être facile. Mais justement, l'intelligence artificielle, ça peut être des deux côtés. Autant ça peut être utilisé par les fraudeurs, mais ça peut être utilisé aussi pour se défendre. Pour se défendre, certainement. Mais quand on revient avec les fraudeurs, ils accélèrent présentement la façon d'approcher la victime avec les différentes façons de soudoyer. Donc, les messages, les vidéos, on en parlait tantôt, mais aussi la voix, quelqu'un qui appelle au téléphone, je suis ton petit-fils, avec la voix qui est imitée du petit-fils. Parce que des personnes d'intérêt, lorsque c'est des personnes d'intérêt qui vont être visées, même publiques, il va y avoir plus d'échantillonnage possible, donc pour aller chercher quelque chose qui est réel, qui est calqué sur le réel, puis les gens se font avoir comme ça. Mais cela, il faut toujours questionner le narratif et c'est, je dis toujours dans ce cas-là, la meilleure défense, c'est d'avoir un genre de mot de passe ou un mot-clé dans la famille, pas publié sur Internet, mais qui va faire en sorte que, attends un peu là, tu me dis, t'es Jacques, là, qui était au poste de police, t'es arrivé ci, t'es arrivé ça. Jacques, avant qu'on aille plus loin, dis-moi c'était quoi la couleur de la pinotte de mon oncle Charles quand on allait au lac Lémy. Wow! Fait que là, si la personne, si c'est pas la vraie, elle va hésiter. Mais non, genre, il n'y avait pas une pinotte de telle façon. Puis là, à ce moment-là, la synchronicité de la conversation va s'établir. Oui. Mais quand c'est un fraudeur, ni un ni l'autre, là, ça va raccrocher. Là. Mais c'est la même chose. Je reviens à ma maison. Notre maison, on la barre, la porte. Et puis, on a des clés qu'on a dans nos poches, tout simplement. Et il va falloir revenir à ça quelque part. Hein. Autant de dire, c'est bien évident, on barre nos portes, puis on surveille les entrées. Oui, puis il faut encore une fois penser que lorsqu'on dit on barre une porte, un verrou domestique, je ne veux pas partir dans la paranoïa, mais il faut que je fasse mon analyse comme ça. Lorsqu'on quitte, on verrouille notre porte, mais ça protège jusqu'à un certain degré. Ça protège contre l'invasion de la vie privée tant qu'à moi. Là. Parce que quand on dit faut protéger que personne rentre, le petit cadre de bois, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'un coup de pied va prévenir que ça rentre. Bon. Fait que c'est des éléments comme ça, il faut réfléchir puis dire, OK, mais si quelqu'un arrive à rentrer, le système d'alarme va être quelque chose qui va faire peur et qui va à ce moment-là dire au voleur, on t'a repéré, puis il y a quelqu'un qui s'en vient checker. Mm-hmm. C'est là que ça devient à ce moment-là des éléments de dissuasion qu'il faut mettre en place. Les barreaux, ça en était un tout à l'heure. Fait c'est là qu'il faut penser correctement comme ça. Fait que dans les moyens technologiques, plus qu'on affiche notre emploi du temps, plus ça donne le temps au voleur de comprendre que quelqu'un va venir ou pas. En campagne, on s'entend que la police est 45 minutes, 1 heure, généralement, à moins qu'il soit au coin de la rue, avant qu'il apparaisse, lorsqu'il y a le signal d'alarme qui est déclenché. En ville, c'est différent. Alors, c'est tous des éléments comme ça qu'il faut juste anticiper. Donc, dans l'évaluation de la menace et de risque, que c'est un produit à faire pour établir quelle mesure va être appropriée ou pas. Ça, c'est des grands termes, j'apporte, mais au quotidien, les gens le font tous. Bien sûr. Pour faire ça, minimiser le risque. Je suis quotidiennement tes publications sur LinkedIn qui sont toujours passionnantes. Des fois, j'ai de la misère à comprendre. Il y a quelques trucs techniques. Je pense que, entre geeks, vous parlez, vous avez vos codes. Mais je me dis, tout va tellement vite. À quoi va ressembler la fraude financière dans 5 ans, en 2030? Je peux te dire immédiatement qu'est-ce qu'elle ressemble. Ouais. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas de paramètres de garde-barrière que là, les commandes qui sont dites à l'intelligence artificielle, gère mon portefeuille, mais il y a une règle qui a été oubliée à travers de ça, où elle est mal écrite, et que l'IA s'active et, à ce moment-là, commence à faire des transactions sans que l'humain en soit avisé. Et là, tout d'un coup, le portefeuille a été vidé. Il y a des cas qui ont sorti récemment, là, dans les 6 derniers mois, que c'est exactement ça qui s'est passé. Des systèmes genre de robots conseillers qui administrent un REER? Là? Oui, exactement. Et que ça les comptes ont été vidés par l'IA. Oui. Dans la meilleure des façons de faire, veut dire, l'IA a voulu bien faire avec ce qui s'était fait dire, fructifie le compte, investit ça, puis faire en sorte que ça va croître. Puis il y a une règle qui n'a pas été établie comme il faut à dire. Par exemple, un plus, c'est ce qu'on souhaite, c'est pas des moins. Ben voilà. C'est peut-être juste ça qui manquait. Je mets ça avec un peu d'humour, mais c'est pour dire, ça en est présentement des problématiques que certaines personnes ont rencontrées et les paramétrages de l'IA n'étaient pas à point. Donc, il y a quelqu'un, il faut qu'il contre-valide ça parce que moi, en tout cas, je me prétends pas expert IA de quoi que ce soit. Et si demain matin, on me force la main à utiliser un IA, ben, il va falloir que quelqu'un m'explique dans quoi je m'embarque. Puis il n'y a personne présentement qui est capable d'expliquer ça. Même les grands bonnets de l'IA de Montréal, ils le disent, là.
faites attention, ce n'est pas à point. On a du travail encore à faire. Mais pourquoi on s'en va là-dedans tête baissée avant même d'avoir fait le point sur les règles? Le Saint Graal de la connaissance, tout simplement, Fabien. Tout le monde veut une solution facile, le magic bullet, comme on dit dans le jargon, pour avoir une finalité rapide et d'une certaine fiabilité. Ce qui est faux, c'est une illusion. Fait que c'est pour ça que les gens disent, ben là, comment ça fait que ça m'a donné toutes sortes d'affaires? Encore, dans les 2 derniers jours, je faisais des travaux de recherche, puis là, je demandais sur un sujet particulier, expliquez-moi ce sujet-là. Je connaissais la réponse, mais je voulais tester l'intelligence artificielle. Des fois, j'ai dit, des fois, il va y avoir des bonnes impressions. Mais c'était complètement champ gauche. Ah ouais. Puis là, après ça, j'amène la vraie référence et dit, voici la vraie référence, selon, à partir de la réponse précédente m'avait donnée, pourquoi ça diffère énormément de qu'est-ce qui est la réponse actuelle. Ah oui, vous avez raison. Voici la vraie réponse avec le référencement que vous m'avez donné. Fait que c'était connecté. Ben oui. Dans un épisode précédent du Balado Le Planif, on recevait un des rédacteurs en chef de la publication Les Affaires qui avait fait un test avec les portefeuilles et l'intelligence artificielle. Ouais. Et écoute, ça ressemblait à un buffet chinois dans le sens qu'il n'y avait que du brun sur la table. Okay. On n'avait que de la friture. C'était tous les titres qui ont le plus marché dans le passé. Alors, l'intelligence artificielle avait des capacités incroyables de prévoir le passé. Oui. Mais est-ce que c'est utile, ça, quand on essaie d'anticiper l'avenir? Pas nécessairement. Hein? Non, puis je reviens à ce qu'on mentionnait tout à l'heure sur les capacités de défense comme offensif avec l'IA pour les gens. L'IA s'intègre progressivement dans les méthodes de défense fantastiques, basées sur des éléments antérieurs. Oui. Fait que ça, c'est facile ça se fait depuis 20 ans, Mais les fondeurs sont imaginatifs. Ben voilà. Et c'est ça qui fait en sorte que l'avantage demeure à l'attaquant, puisque l'attaquant crée une nouvelle façon de faire, exploite une nouvelle vulnérabilité qui n'a pas été documentée la veille, on appelle ça un zero day, et que le méfait se commet. Fait qu'il n'y a aucune IA, à moins que l'IA soit programmée pour anticiper puis faire de la recherche en temps réel, ce qu'il y en a très peu présentement sur le marché, ça va continuer d'être comme ça. Donc, on va subir, oui, on va être obligé, il faut qu'on soit à mesure de réagir et d'être agile pour faire en sorte qu'on s'en sort rapidement. Steve, il nous reste un petit peu de temps, mais je tiens à dire aux gens, vous travaillez dans une organisation, quelle qu'elle soit, ou de votre employeur, de grâce, s'il vous plaît, demandez d'organiser un genre de séminaire, un dîner-conférence en invitant Steve pour qu'il puisse justement, par une de ses conférences, vous sensibiliser sur la sécurité informatique. C'est qu'est-ce que j'aime apporter. J'ai une vaste expérience, j'en ai vu des vertes puis des pommures, comme on dit, mais qui va faire en sorte que oui, effectivement, les gens, c'est une prise de conscience, 2, j'apporte justement des éléments pratico-pratiques avec lesquels on apporte ça autant dans le monde du travail, mais il ne faut pas oublier que le travail est intimement lié avec le monde perso, parce qu'on a le BYOD, Bring Your Own Device, apporter ses propres appareils sur l'environnement de travail, et quelque chose avec ça s'est amplifié depuis 4 ans, 5 ans, on travaille de plus en plus de la maison. Fait que donc, c'est pour ça que je dis intimement, les deux mondes sont liés. Et prochainement, Fabien, tu m'entendais parler avec des contrats de défense. De plus en plus, on va avoir des gens qui vont travailler avec de l'information propre à des contrats de défense, autant canadiens qu'américains. Oui. Et ça va amener une autre philosophie à travailler que c'était perdu durant les 60 dernières années. Je dis que c'est en hibernation parce que la défense au Canada, on a fait l'effort de guerre qui se devait être dans les années 40. Là, il faut reprendre ce chemin-là. Mais là, il y a 2 générations qui ont passé qui ne savent plus comment travailler avec tous ces éléments-là de sécurité de l'information, etc. Fait que c'est là que j'ai un nouveau rôle actif dans ce domaine-là. Le balado, le planif. La question du beau-frère. On a une cyber-question du beau-frère à proposer à Steve. Le beau-frère de Max Headroom de Sainte-Thérèse. Je suis pas sûr que c'est son vrai nom. Il dit, moi, j'ai rien à cacher. Je suis pas une cible. Pourquoi je perdrais mon temps avec la cybersécurité? Qu'est-ce qu'on lui répond? Ça, c'est la fameuse phrase, Fabien, qu'on me dit toujours, j'ai rien à cacher. Ce qui est faux. L'identité numérique, on ne l'a pas encore ici. Mais ça s'en vient. Et en même temps, on a tous un petit brin de vie privée qu'on veut garder privée. Plus qu'on en expose électroniquement, plus ça devient à ce moment-là à risque parce que on n'a pas sécurisé davantage nos affaires. Fait que oui, la cybersécurité, c'est un peu comme on disait tantôt avec l'exemple de la maison. Moi, j'ai rien à cacher. Puis je dis toujours ça comme exemple là, aux gens qui me challengent avec cette question-là. Bien, c'est parfait. Si vous dites que vous n'avez rien à cacher dans le monde électronique, ça veut dire dans le monde physique non plus. Fait que laissez toutes les fenêtres, pas de rideaux, toute lumière allumée et les portes débarrées. C'est ça votre vie privée. Fait que les gens sont-ils prêts à vivre ouverts à ce point-là? Jamais. Ben, il y en a que c'est ça. Ça amène la réflexion que, OK, là, soit qu'il y en a qui décliquent puis ils disent, OK, là, je comprends, ou il y en a qui disent, mais voyons donc.
Fait que là-dessus, je peux juste dire, ben voici ce que les meilleures pratiques vous proposent. Moi, je vous endosse à adopter. Sans quoi, si vous faites le choix de ne pas aller dans cette direction-là, ben voici les conséquences. On ne peut pas amener un cheval à boire s'il ne veut pas boire, n'est-ce pas? Non. Puis je pense que la conséquence de la négligence, c'est de recevoir un appel à un moment donné pour dire que vos comptes sont à zéro et on demande à la banque, là, vous allez me dédommager. Ben non, monsieur, c'est vous qui avez laissé vos mots de passe à portée. Ils ont utilisé. Vous les avez fournis. Alors non, on ne dédommage pas dans ce temps-là. Là. Et ça aussi, c'est une belle réalité que les gens essayent justement de se dédouaner en disant c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'institution. Attends un peu. L'institution met tout en place et je suis intimement certaines mesures que certaines institutions déploient et ils font tout en leur pouvoir pour réduire le risque de fraude et réduire que leurs opérations est conséquent de qu'est-ce que vous et moi on fait. Mais les gens, des fois, quand ça leur arrive par surprise, ils essayent de plaider l'innocence. Mais rappelez-vous qu'ils envoient quand même un bon volume au quotidien et vous n'êtes pas le premier qui lui apporte certainement cette raison-là de dire c'était pas de ma faute, je le savais pas, etc. Alors, il faut prendre ses responsabilités, là, ça c'est clair. Alors, Max, non, définitivement, t'as peut-être rien à cacher, mais tu demeures une cible. Oui. Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. REER, CELI, RAP, FER, CRI, il y en a des acronymes. Et par-dessus le marché, il y en a un autre qu'on entend moins, mais qui est tout aussi important, je pense, c'est le REEI. Isabelle, c'est quoi ça, le REEI? Bien, c'est le régime enregistré d'épargne invalidité. Donc, c'est effectivement un type de compte qu'on entend moins souvent parce que ça s'adresse, c'est fait pour les investissements à long terme pour les personnes qui sont admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement généreux. Donc, le but ici, c'est vraiment d'apporter un soutien financier aux personnes qui sont en situation de handicap. Un parent ou un tuteur peut gérer le compte, mais le compte va toujours appartenir au bénéficiaire, donc à la personne qui a droit au crédit d'impôt. On peut l'ouvrir à tout moment, à tout âge. Donc, contrairement au CELI où on doit attendre 18 ans, par exemple, le CELIAP, le REEI, on peut l'ouvrir à tout âge. Et ce que les personnes ne savent probablement pas, c'est qu'à partir du moment où on l'ouvre, si les revenus sont bas, si on a de faibles revenus, on a automatiquement droit à 1 000 $ par année de bons canadiens, même si nous, on contribue absolument rien. Et ça peut... Oui. Alors, c'est donc pour tout le monde, carrément? Bien, en fait, c'est pour les personnes qui sont en situation de handicap, on comprend. Mais le fait de se priver d'ouvrir ce type de compte-là pourrait faire en sorte qu'on se prive d'argent gratuit qui provient du gouvernement. Et ça peut même être rétroactif sur 10 ans. Donc, disons qu'on a eu droit, on a été qualifié comme étant bénéficiaire du crédit d'impôt pour personnes handicapées, puis que ça fait 10 ans qu'on n'a pas ouvert le compte, mais qu'on serait admissible, on pourrait avoir droit à un rétroactif de ce bon Canadien-là de 1 000 $ par année. Donc, on pourrait même avoir un 10 000 $ qui nous serait versé d'un seul coup. Si on veut le maximum, on a aussi droit à des subventions, comme le régime épargne-études, en fait. Donc, si on effectue des contributions, ça nous donne droit à des subventions supplémentaires. Donc, si on contribue, si on veut le maximum des subventions, c'est 1 500 $ de contribution qui nous donne droit à 3 500 $ de subventions. Donc, si vous faites le calcul, le vite fait, là, c'est comme si vous veniez de faire 233 % de rendement sur votre propre contribution. Donc, c'est un régime qui est quand même extrêmement généreux. C'est sûr qu'il y a quand même une limite. Le gouvernement ne va pas faire ça à l'infini. Donc, la limite, c'est 70 000 $ de subvention maximum qu'on peut aller chercher sur la durée de vie utile. 20 000 $ de bons canadiens. Donc, si on est à faible revenu, on peut aller chercher un 20 000 $ supplémentaire. Donc, 90 000 $ en cadeau du gouvernement là, qu'on pourrait aller chercher. Et on peut recevoir des subventions sur nos contributions jusqu'à ce que le bénéficiaire ait 49 ans, mais on a le droit de continuer d'y contribuer sans plus aucune subvention, mais ça nous met quand même notre argent à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que le bénéficiaire ait 59 ans. Et, Et puis, une petite question là-dessus. Handicapé, là, comment on fait pour officialiser le statut?
Bien, il faut être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, on se doit de faire une demande et les paliers gouvernementaux vont valider là, notre admissibilité. Évidemment, il faut être admissible là, à ce crédit d'impôt. J'imagine que ça se fait avec un médecin traitant. Oui. C'est sûr. On a besoin d'avoir un diagnostic clair là, qui démontre qu'on vit avec un handicap et que ça va être sur le long terme, que c'est pas quelque chose qui est temporaire. Et au niveau fiscal, ça ressemble beaucoup au régime épargne-études. Donc, toutes les contributions qu'on fait lorsqu'on se trouve à les retirer sont totalement libres d'impôt. Et c'est le rendement et le volet subvention qui vont être imposés au retrait, mais qui vont être imposés selon le taux d'imposition du bénéficiaire qui se trouve à retirer les sommes. Et dans la majorité des cas, le bénéficiaire va avoir de faibles revenus, puis habituellement, il va avoir très peu, voire pas du tout d'impôts à payer. Il y a des petites choses, par contre, qu'il faut penser. Il y a la règle de 10 ans. Pour pouvoir avoir droit aux subventions sans avoir à les rembourser, il faut que l'argent soit resté dans le régime épargne invalidité pendant 10 ans. Si on retire avant ce 10 ans-là, on pourrait avoir à rembourser une partie des subventions et on se doit obligatoirement de commencer à faire des retraits dès que le bénéficiaire a 60 ans. Donc, c'est vraiment comme une espèce de régime d'aide pour venir aider à financer une retraite potentiel là, d'une personne qui n'aura malheureusement pas eu la possibilité de peut-être gagner autant de revenus qu'une personne qui vit sans handicap. Le balado, le planif. C'est ce qui conclut l'épisode pour aujourd'hui. Vous avez des suggestions d'invités ou encore des questions de votre beau-frère ou de votre belle-sœur, écrivez-moi à fm@fabienmajor.com. Aussi l'adresse pour ce qui est de vos besoins de production, montage, location et installation technique, pub@cube.ca. Merci d'ailleurs à toute l'équipe pour le support technique pour l'enregistrement du balado disponible, qui est disponible en audio, en vidéo sur l'app de Cube, mais aussi sur toutes les grandes plateformes mondiales de balado-diffusion ainsi que sur YouTube. Le balado Le Planif est disponible à la radio web et sur la chaîne Télé Cube. Ici Fabien Major. À bientôt.